Bonjour à tous. Voilà, je ne sais pas comment ça marche. Donc, je suis Pierre-Marie Aubert, très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation aux organisateurs. Je suis coordinateur de l'initiative Agriculture européenne à l'IDRI. L'IDRI est un think tank basé à Paris. On travaille sur les politiques de développement durable. Et en particulier, nous avons un pôle agriculture relativement développé depuis quelques années sur les questions européennes. Ce que je vais vous présenter tout de suite, si j'arrive à faire marcher ceci. Ah oui. C'est une prospective que nous avons réalisée que nous avons publiée il y a maintenant 6 mois et qui s'intéresse à la transition agroécologique à grande échelle en Europe et qui pose la question de la plausibilité d'une telle transition et des enjeux et des questions qu'elle pose à la fois en termes de biodiversité, de climat, et je précise à ce stade que les enjeux socio-économiques n'ont pas été encore abordés. C'est un travail qui est en cours. C'est ce que dit cette diapositive ici. C'est un travail de prospective et dont la première étape que je vais vous présenter tout de suite, c'est un modèle biotechnique qui permet de montrer, d'illustrer la plausibilité et l'intérêt pour les sols, pour la biodiversité, pour le climat, d'une transition agroécologique à grande échelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on a développé un tel scénario? Eh bien, c'était pour apporter une contribution, notamment à l'échelle européenne, puisque c'est le centre de notre intérêt, dans un débat politique qui est structuré essentiellement par deux grands narratifs politiques, l'un qui est l'intensification durable et l'autre qui est la climate smart agriculture. Et dans les deux cas, il nous semble que ce sont deux narratifs qui ont certes tout un tas d'intérêts, j'y reviens pas, je pense qu'on aura tout le temps de développer dans le débat, mais qui font des impasses, ou en tout cas qui sont relativement muets sur certains enjeux environnementaux, en particulier la santé des sols, la biodiversité, la structure paysagère et l'adaptation au changement climatique, et qui font d'autres impasses, ou en tout cas qui sont assez muets sur les enjeux socio-économiques et alimentaires, mais je ne développe pas ici. Et donc l'idée de ce scénario, ça a été de rentrer par ce qui est mal pris en compte par les narratifs présents aujourd'hui, c'est-à-dire en l'occurrence la biodiversité, les paysages et la santé des sols, et de se demander qu'est-ce qu'on peut raconter comme histoire qui est biophysiquement plausible à l'horizon 2050 pour l'Europe. Le modèle conceptuel sur lequel on s'appuie pour faire un scénario qui s'appuie sur la biodiversité, c'est un modèle qui met en relation biodiversité et agriculture et qui dit grosso modo, si vous regardez mon schéma là, que le principal en matière de biodiversité, l'axe des ordonnées, c'est le niveau de biodiversité. Et l'axe des abscisses, c'est la proportion dans le paysage de ce qu'on appelle la végétation semi-naturelle. Et vous avez la courbe verte, qui est la courbe qui met en relation, évidemment, la proportion d'éléments semi-naturels et la biodiversité. Et ce que dit ce schéma, c'est tout simplement que plus vous avez de végétation semi-naturelle dans un paysage agricole, et plus votre biodiversité a un potentiel important. Et ce que dit mon cadre rouge en bas, c'est que plus vous intensifiez la production agricole et plus vous allez vers un paysage type monoculture appuyé sur des intrants de synthèse, et moins votre biodiversité est importante. Alors évidemment, vous avez des potentiels de variation, vous pouvez plus ou moins intensifier votre végétation semi-naturelle. Mais l'essentiel, c'est d'avoir cette mosaïque entre des paysages très cultivés et de la végétation semi-naturelle. L'élément principal de la végétation semi-naturelle étant, en l'occurrence, dans le contexte européen en tout cas, ce qu'on appelle les prairies permanentes, sur lesquelles on élève du bétail de manière extensive. Et donc, le cœur de TIFA, c'est précisément de faire de cette végétation semi-naturelle et des prairies permanentes le centre pour délivrer des services écologiques à l'ensemble des agroécosystèmes. Et donc, la deuxième hypothèse, c'est mon deuxième point ici, c'est de faire des hypothèses relativement radicales, on va voir si ça passe, sur les intrants de synthèse, notamment pour leurs impacts sur la biodiversité, de se dire, est-ce qu'on est en capacité d'envisager une Europe qui s'affranchit des pesticides et des intrants de synthèse au regard des impacts de ces deux éléments sur la faune et la flore, en particulier des sols et la santé des sols, et sur la biodiversité en général. Évidemment, quand vous affranchissez des intrants de synthèse, l'impact sur la production est importante, et potentiellement, donc, vous avez une baisse de production, en tout cas, c'est ce qu'on a envisagé. Et donc, la question est bien de savoir, est-ce que ça passe, compte tenu de l'accroissement démographique à l'horizon 2050 en Europe? Eh bien, c'est le dernier point de ma diapo ici, ça peut passer dans la mesure où des changements de comportement alimentaire sont non seulement
désirable d'un point de vue de la santé, mais possible pour l'environnement également. Donc, je passe les hypothèses rapidement parce que le timer me dit que ça va très vite, mais vous avez ici essentiellement 5 hypothèses centrales. La gestion de la fertilité au niveau le plus fin possible des territoires, ce qui suppose aussi de s'affranchir des importations de soja en direction d'Amérique latine. Deuxième élément, une agriculture qui s'affranchit des pesticides et qui s'appuie donc sur le modèle, en tout cas comme approximation immédiate de l'agriculture biologique. Le troisième point, c'est le redéploiement des prairies permanentes et de la végétation semi-naturelle comme structure essentielle de la biodiversité, support essentiel de la biodiversité dans le paysage. Le quatrième élément, c'est l'extensification de la production animale et en particulier de l'élevage bovin extensif qui redevient à l'herbe. Et donc, du coup, tout ce qui est monogastrique devient une variable d'ajustement, j'y reviendrai. Et la cinquième hypothèse, ce sont des comportements alimentaires, des régimes alimentaires plus sains, ce qui signifie essentiellement une diminution par 2 des consommations de produits animaux et une multiplication par 2 de la consommation de fruits et légumes rapportée aux moyennes européennes 2010. Alors, ce qui est important, c'est quand on allume toutes les hypothèses en noir, c'est de dire qu'on n'est pas dans une logique de cherry picking, on ne peut pas prendre une hypothèse et pas l'autre. Et donc, la cohérence du scénario que je vous raconte, elle repose sur le fait que ces 5 hypothèses-là sont prises toutes ensemble pour paramétrer le modèle que nous avons développé pour raconter ce scénario. Alors, à quoi ressemble l'Europe en 2050 dans ce contexte-là? Eh bien, premièrement, vous avez tout en haut l'assiette. L'assiette évolue, comme je vous l'ai dit, raisonnablement. Elle reste indexée sur la matrice culturelle actuelle. On diminue les produits animaux et on augmente la part des fruits et légumes. On transforme radicalement la production animale et la production végétale. Donc vous avez un moins 30% sur la production végétale qui est liée en fait à la réduction des rendements associés à l'affranchissement des intrants de synthèse et un moins 45% sur la production animale, en rouge sur la gauche de mon schéma. Évidemment, sur la droite de mon schéma, pardon, le fait que la production animale réduise plus fortement que la production végétale est lié au fait qu'on désintensifie, mais aussi il y a une part moins importante de production végétale qui part vers la production animale, tout simplement parce que la situation actuelle, c'est une situation dans laquelle 70% de la production végétale utilisée en Europe est utilisée pour l'alimentation animale. Et donc, c'est en diminuant la part de la production animale qu'on peut regagner des marges de manœuvre et désintensifier la production végétale pour des sols plus sains. Voilà, donc j'illustre ici avec des chiffres un peu plus clairs la réduction de production. On pourra y revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Le bilan azote est assuré par le redéploiement des légumineuses dans la sol agricole. Je ne développe pas ici, mais ce qui est important, c'est de voir qu'on s'affranchit intégralement des importations de soja. Alors en termes de résultats, qu'est-ce qui se passe? C'est mon petit médecin là dans l'assiette. Le médecin est content, ou bien il n'est pas content parce qu'il a de moins en moins de clients, mais en tout cas, tout ce qui est maladies associées à l'alimentation, qui sont en pleine augmentation aujourd'hui, diminue drastiquement. Deuxième élément de résultat, on retrouve de la biodiversité à l'intérieur des agroécosystèmes. Ici, un tableau de synthèse sur lequel je ne commente pas. Un élément très très important, c'est que ce scénario, malgré le fait qu'il accorde une place très importante à l'élevage extensif ruminant, affiche des performances assez importantes en termes de réduction des gaz à effet de serre, de l'ordre de moins 40% sur les émissions directes et indirectes CO2 hors CO2, et jusqu'à moins 47% pour une variante du scénario que nous avons publié en avril dernier et qui propose de méthaniser une partie des prairies permanentes. Voilà. Dernier point, et pas des moindres, des résultats de ce scénario, un maintien des capacités d'exportation sur les grandes productions phares aujourd'hui de l'Union européenne. Donc un maintien à peu près constant des exportations vers les pays tiers de céréales, de l'ordre de 10 à 12 millions de tonnes par an, et une diminution et maintien des exportations de vins et spiritueux également, et une diminution relativement importante des exportations de produits laitiers, mais compensée potentiellement par une augmentation assez significative de la qualité. Ce scénario, donc, nous l'avons publié, il a vraiment pour objectif d'alimenter une discussion. Ce n'est pas une feuille de route qui dit qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais il est là pour ouvrir les perspectives et ouvrir le champ de la discussion dans un débat qui, encore une fois, est souvent dominé par la logique d'intensification durable. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.